Bonjour et bienvenue sur le plateau TV Vox Milo à l'occasion des rencontres nationales du réseau des missions locales en ce 10 mai 2019 à Montpellier. Ce plateau TV a pour thématique comment le numérique prend-il place dans la société d'aujourd'hui et dans celle de demain. Dans un premier temps, nous allons nous interroger sur la pédagogique par le numérique, puis nous verrons ensemble comment le numérique peut-il influencer l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Pour ce premier plateau, nous accueillons Madame Frédérique Vexeler, inspectrice générale d'éducation nationale. Bienvenue. Monsieur Jean-François de la société PIX et Dounia Laure, service civique Tour de France. Madame Frédérique Vexeler, nous avons deux questions à vous poser. Vous qui vous êtes intéressée au décrochage scolaire, est-ce que le numérique pourrait être une solution? Comment le numérique change-t-il, selon vous, la manière d'enseigner? Quel est le plan numérique mis en place par l'État et les collectivités dans les écoles de nos jours? Oui, donc bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de m'associer à cette émission. Donc le numérique, en fait, pour l'école, c'est une obligation à plusieurs titres. D'abord parce que les jeunes que nous formons vivent dans une société connectée, dans une société numérique, et nous avons plusieurs responsabilités. D'abord de leur donner des compétences pour se débrouiller, parce qu'ils sont très compétents d'une certaine façon, puisqu'ils circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas forcément les compétences qui vont être attendues des employeurs. Donc ça, c'est la première obligation. La deuxième, ça va être d'être un citoyen à l'esprit critique dans ce nouveau panorama qui inclut le numérique. Donc ça a demandé à beaucoup d'efforts aux enseignants de réfléchir à comment je développe l'esprit critique, comment je suis un citoyen responsable sur les réseaux sociaux, et donc ça demande absolument de l'intégrer dans les programmes de formation. Sur le décrochage plus particulièrement, en fait le numérique est une chance d'innovation. Étant donné que ce n'était pas habituel pour l'éducation nationale d'utiliser le numérique, ça nous a obligés finalement à réfléchir autrement. Donc de fait, à innover, et pour ce public-là qui a besoin justement d'une pédagogie différente, à essayer de réfléchir à cette pédagogie différente. Après, on n'est pas angélique. On sait que toutes les familles ne disposent pas forcément d'un accès à du haut débit, et donc on doit être vigilant aussi à ne pas recreuser une fracture numérique en l'utilisant. Donc c'est à la fois l'intégrer, donner l'accès, donner les clés pour comprendre dans quel monde on vit, comment on utilise, être ce citoyen responsable, et puis donner les compétences. Mais ça nous a obligés, nous aussi, à nous interroger sur le plan pédagogique. Donc les plans numériques de l'éducation nationale, c'est tout, sauf donner juste des tablettes ou des ordinateurs. Au début, on a cru qu'en équipant les établissements, les élèves, ça allait résoudre cette question. On voit bien que c'est plus complexe et que l'équipement, c'est qu'un outil, c'est qu'une partie d'une réflexion éducative, pédagogique, et que là aussi, on s'inscrit dans une démarche avec d'autres. On ne peut pas travailler tout seul. On va avoir besoin des partenaires qui peuvent être les MJC, qui peuvent être des innovateurs, des concepteurs, voilà. Mais en tous les cas, c'est extrêmement intéressant pour nous parce que ça nous oblige à réfléchir autrement. Je vais oser le parallèle avec quand il y a eu l'imprimerie. On voit bien que ça a changé aussi la façon de communiquer. Ça n'a pas détruit ce qu'il y avait avant, mais ça l'a transformé. Est-ce que vous avez encore un mot à rajouter ou... Ce qui me semble intéressant, et on l'a vu sur le débat, je vais prendre le débat sur les téléphones portables. On voit bien qu'on confond parfois des usages abusifs ou sur les jeux vidéo. On va confondre des usages abusifs qu'on va retrouver dans n'importe quel service, outil, objet, avec l'objet lui-même. Donc c'est pour ça que l'éducation, comme elle est globale, elle doit vraiment s'intéresser à l'accompagnement des outils qui, de fait, sont utilisés ou des services par les jeunes. Et ce qui est peut-être différent, c'est que ça fait évoluer sur ces sujets-là la relation entre l'enseignant et l'élève. Okay. Parce que dans certains cas, dans certains domaines, l'élève pouvait aussi transmettre du savoir à l'enseignant de façon peut-être plus visible que dans d'autres domaines. Okay. Et c'est très intéressant, comme entre parents et enfants d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que ça a créé finalement des interactions très fécondes qu'on avait peut-être moins dans d'autres domaines. Okay. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention.
Je vais passer à vous, Monsieur Jean-François Plard. Monsieur Plard, vous qui représentez PIX, le service public en ligne d'évaluation, de développement et de certification des compétences numériques, pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est une compétence numérique? Comment identifier et valoriser les compétences numériques des jeunes, voire des enfants? Bonjour et merci également de votre invitation. Alors, c'est pas une question facile, parce qu'en effet, quand on dit le numérique, c'est très large, c'est très vaste, ça recouvre des choses très différentes. Alors, on parlait autrefois d'un temps des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et c'est un terme qui a été un peu abandonné, parce qu'en effet, c'est beaucoup plus vaste. Ça recouvre par exemple notamment tout ce qui est la production de contenu, que ce soit du contenu textuel, du contenu informatique, donc ça recouvre par exemple la compétence de programmation, créer du code, ça recouvre aussi la gestion du matériel, tout simplement, savoir comment fonctionne un ordinateur, des logiciels, des systèmes d'exploitation. Ça recouvre évidemment tout ce qui est l'usage d'Internet, etc. Et donc voilà, c'est bien évidemment très vaste. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça peut prêter à des malentendus, par exemple, parce que souvent les jeunes, par exemple, je suis un peu dans le cliché, mais il y a quand même une petite part de vérité, qui peuvent se penser on peut penser qu'ils sont nés avec le numérique et donc forcément très à l'aise, alors qu'ils ont un usage parfois assez spécifique du numérique, qui vont être en effet par exemple très à l'aise sur Internet, sur les réseaux sociaux, et beaucoup moins quand il va s'agir par exemple de rédiger un document sur le traitement de texte, de traiter des données avec un tableur, ou même simplement de se créer un mail et d'envoyer un mail, et notamment un mail en respectant certaines règles, par exemple quand on s'adresse à un potentiel employeur, à un maître de stage, etc. etc. Donc déjà le numérique, voilà, c'est très vaste, ça recouvre des choses très différentes. Alors après, qu'est-ce que c'est qu'une compétence numérique? Là aussi, c'est pas une question avec plein d'aspects théoriques derrière. C'est plusieurs choses. On peut dire que ça à la fois, ça recoupe des connaissances, des savoir-faire et des enjeux. Alors dit comme ça, c'est un peu théorique. Mais je vais prendre un exemple. Quand on dit c'est important de savoir chercher de l'information sur Internet. Mais pour chercher de l'information sur Internet, bon, il faut déjà connaître des choses. Par exemple, connaître un moteur de recherche, qui est un des moyens de trouver l'information sur Internet. Donc, on connaît peut-être Google, le plus connu, mais il y en a d'autres. Il y a Quant, il y a Bing. Donc, savoir des connaissances. C'est ensuite avoir des savoir-faire, donc savoir comment ça marche, un moteur de recherche, par exemple. Parce qu'en général, on sait taper quelque chose dans Google, mais il peut y avoir des fonctions de recherche beaucoup plus avancées, et également d'autres outils que le moteur de recherche pour trouver de l'information. Et c'est ensuite non seulement savoir comment l'utiliser, mais comprendre comment ça marche. Par exemple, quand on fait une recherche sur Google, les premiers liens qui s'affichent, vous remarquerez que c'est toujours des liens commerciaux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises derrière qui ont payé pour que les liens soient là. Et donc, c'est quelque chose qu'il est important de connaître. C'est important aussi pour nous, quand on dit recherche d'information, ça veut dire aussi savoir évaluer l'information qu'on trouve sur Internet, savoir que toutes les sources d'information ne se valent pas. Donc, comment évaluer qu'une information est bonne, savoir par exemple ce que c'est une fake news, savoir par exemple comment on produit, l'information est produite par exemple sur un site comme Wikipédia. Donc voilà, c'est tout ça. Donc voilà, c'est tout ça une compétence numérique, il y a beaucoup de choses derrière. Alors après, pour répondre à votre deuxième question, sur comment valoriser les compétences, je crois. Alors en effet, il faut les identifier et les valoriser. C'est important aussi de dire qu'il faut les développer. Et là, bien sûr, l'éducation nationale a un rôle fondamental à jouer, je crois, pour développer toutes les compétences numériques qui sont importantes dans la vie professionnelle, personnelle et citoyenne, bien évidemment. Et pour les valoriser, il n'y a pas... Là, je vais parler un peu de moi, c'est-à-dire de PIX, qui est une des vocations de PIX, c'est de mesurer les compétences. Et donc PIX, pour mesurer ses compétences, on s'est dit le meilleur moyen, c'est de mesurer les compétences directement en utilisant les outils numériques, donc pas dans une logique de déclaration où on demande sais-tu utiliser ci, sais-tu utiliser ça, mais montre que tu sais l'utiliser. Donc, et on met le jeune, ou toute personne, en situation sur une plateforme en ligne où la personne doit réaliser des tests, des petites épreuves, des défis et démontrer qu'il maîtrise la compétence. Et pas dans une logique de sanction pour dire ah tu ne sais pas faire ça, mais dans une logique de valorisation et aussi dans une logique où on apprend en se testant. Donc, on se trompe et ensuite on découvre comment faire et on apprend des choses en se testant. Et ensuite pour valoriser, il y a le meilleur moyen, c'est d'obtenir une certification. Et donc là, PIX c'est aussi une certification qui va en effet permettre de montrer le niveau qu'on a atteint dans une ou plusieurs compétences numériques. Et pour ensuite, pouvoir montrer cette certification, que ce soit pour poursuivre des études, pour trouver un emploi, pour démontrer que l'on sait faire certaines choses précises et de manière fiable. Ok. Je vous remercie de votre intervention.
Je vais passer à vous, Dounia Laure, jeune service civique Tour de France. Quel est ton rapport avec les outils du numérique? À partir de quel âge et comment as-tu pu accéder à ces outils? Bonjour. Alors, en toute honnêteté, je ne vais pas vous mentir, j'essaye de me modérer sur le numérique parce que je l'utilise vraiment, vraiment beaucoup. Même quand je suis avec des personnes, j'ai le téléphone avec moi. Et des fois, je sais que on peut trouver ça agaçant quand on est en face d'une personne, qu'on n'a pas vraiment une discussion avec la personne. Et j'essaye vraiment de changer ça. Et même les ordinateurs, tout ça, je l'utilise pas souvent, mais ça revient toujours pour les cours ou pour les études. Et dans la semaine, je dois avoir l'ordinateur avec moi au moins 3 fois par semaine. Et le téléphone, il est tout le temps sur moi. Même là, il est dans ma poche, mais c'est juste parce que je suis sur le plateau. Mais sinon, en temps normal, j'aurais été dessus. Mais comme j'ai dit, j'essaye de progresser sur ça et de ne pas traîner dessus parce que je sais vraiment que c'est pas bon pour nous. Sinon, à quel âge j'ai eu ça? Je pense que j'ai eu ça vers 14 ans. Mon premier téléphone, c'était un BlackBerry. Et après ça, j'ai eu des téléphones tactiles comme tout le monde et tout ça. La tablette, l'ordinateur, il est à la maison. Ordinateur portable aussi. Et dès que j'ai l'occasion d'aller dessus, même le soir, pour regarder des films ou quoi, je suis dessus et j'utilise les téléphones comme tout le monde et comme beaucoup de jeunes de notre âge, je pense. Et pas que des jeunes, des adultes, mais voilà. Je te remercie pour ton discours. C'est la fin de la première partie de ce plateau. Je remercie toutes les invités d'avoir répondu à nos questions et nous allons passer à la deuxième partie de ce plateau TV où nous allons pouvoir échanger autour de la thématique « En quoi le numérique influence-t-il l'insertion socio-professionnelle des jeunes en mission locale d'aujourd'hui et de demain ?» Nous sommes toujours en direct des rencontres nationales du réseau des missions locales en ce 10 mai à Montpellier. Nous allons accueillir maintenant Virginie Lecor, Sainte-Pache, habitat jeune de la mission locale du Pays Villeneuvois. Bienvenue. Madame Sophie Barbier-Bataille, représentante de l'action Work of Warcraft. Bienvenue. Et Lucie Martin, service civique Tour de France. Bienvenue. Bonjour, merci. Nous avons 2 questions pour vous, Madame Virginie. Comment le numérique rentre-t-il en jeu dans votre mission locale? Comment vous êtes utile sur le terrain? Donc, la mission locale du Pays Villeneuvois s'est engagée dans une démarche numérique avec un objectif en fait global de transition numérique pour l'équipe et pour les usagers. Avec pas simplement un site internet, mais on a retravaillé un petit peu notre manière d'accueillir les jeunes. D'abord, on a créé en fait un groupe de travail où on a associé les salariés de l'équipe, où on a réfléchi sur la mise en place d'un site internet. L'idée, ça a été de créer un site web interactif, alors pas uniquement un site informatif, mais plutôt un site sur lequel le jeune va pouvoir être acteur et s'investir dans son parcours. Puisque sur ce site, il peut chatter en ligne avec un conseiller en direct. Il peut aussi en fait prendre rendez-vous en ligne avec un conseiller. Alors ça ne veut pas dire que le rendez-vous sera dématérialisé, hein, mais il est samedi soir, 23h. Tiens, pourquoi j'irai pas à la mission locale voir mon conseiller emploi la semaine prochaine? Là, je peux. En fait, je me connecte sur le site internet de la mission locale et je vais pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller. De même, le jeune pourra, à partir de ce site, voir un petit peu toutes les offres d'emploi, postuler en direct, se positionner sur des ateliers, des forums. Voilà. L'idée, c'est qu'il puisse faire des choses en ligne de lui-même, de chez lui, ou depuis l'espace accueil de la mission locale, puisqu'on a mis une grande borne tactile où le jeune peut, dans l'espace accueil, prendre rendez-vous avec le conseiller, faire les mêmes choses que sur Internet, soit avec ses identifiants, soit directement avec son smartphone. Il vient et il se met directement devant la borne et ça va flasher un code barre et ça va lui permettre de se connecter. Ça a permis aussi à l'équipe du coup de disposer de planning en ligne, de pouvoir avoir des SMS en fait, de rappel de rendez-vous qui partent automatiquement la veille des rendez-vous. Ça permet aux jeunes d'avoir ce petit rappel et de ne pas oublier. Aujourd'hui, on a les jeunes, effectivement, s'ils ont changé de numéro de téléphone et qu'ils n'ont pas reçu le SMS, ils s'inquiètent, quoi. Puisqu'ils sont habitués à recevoir ce SMS de rappel.
Après, ça a été un projet plus global, je vous disais, parce que du coup, on a retravaillé notre manière d'accueillir le jeune. On a voulu être moins institutionnel, beaucoup plus près des jeunes, que le jeune ait envie de venir et de revenir à la mission locale sans avoir un rendez-vous. Donc, on a mis en place un accueil branché. On a viré les tables, les chaises, la banque d'accueil. On a gardé l'agent d'accueil, hein, mais qui, du coup, maintenant est plutôt là en animation de zone. Elle n'a plus le standard et elle va vraiment être là pour accueillir le jeune. Tout jeune qui va arriver, et tout usager, même adulte, on va lui proposer un café, un thé, donc gratuitement. Il va pouvoir s'asseoir sur les canapés, les poufs. Il va avoir une tablette avec des serious games. Il écoute de la musique à la mission locale. Il a la télé, puisqu'on diffuse de l'info sur une télé, et il a la borne tactile pour se connecter. Voilà, donc l'idée vraiment c'était de rajeunir un petit peu la mission locale. Il peut aussi emprunter des bouquins style les livres voyageurs. Il les lit sur place ou il rentre chez lui avec. Ok, Voilà. Ok, bah, je vous remercie beaucoup. Je vais passer à vous, Madame Sophie Barbier-Bataille. Work of Warcraft, mise en place de la mission locale de Belfort. L'action Work of Warcraft. Pouvez-vous nous dire plus et pourquoi développer ce genre d'action en mission locale? Avez-vous des premiers résultats? C'est quoi qui en ressort? Alors, la mission locale du territoire de Belfort a porté ce projet pour porter un regard différent sur les jeunes et leurs pratiques numériques. Nous sommes partis du constat que de nombreux jeunes avaient des pratiques importantes, voire des addictions, notamment aux jeux vidéo. Et nous voulions, dans une approche non stigmatisante, en faire une force, c'est-à-dire identifier des compétences et les transférer dans un parcours d'insertion socio-professionnelle. Donc les publics cibles de départ, c'était des jeunes qui étaient en décrochage scolaire, qui ont été repérés soit par l'éducation nationale, soit par les services sociaux par le biais des familles, soit par bien sûr les conseillers de la mission locale. L'objectif, comme je disais, c'était dans un premier temps d'identifier les habitudes. Est-ce que je consommais du smartphone, du PC, du jeu vidéo, d'autres choses? Est-ce que j'avais un lien social encore dans le monde réel, ce qui n'était pas forcément le cas des publics qu'on a intégrés sur cette action? On avait des jeunes qui avaient par exemple vécu un décrochage scolaire dû à du harcèlement, qui s'étaient réfugiés dans le jeu vidéo. Mais on avait également des jeunes qui allaient très bien, qui avaient une scolarité normale, qui avaient consommé du jeu vidéo, qui étaient en passe de devenir des semi-professionnels et qui du coup n'avaient plus un rythme normal. Donc il fallait non seulement restaurer un lien social dans le monde réel, identifier ses compétences et voir ce qu'on pouvait en faire dans un second temps dans un parcours d'insertion professionnelle. Donc nous avons accueilli 10 jeunes sur ce projet, qui est un projet aussi multipartenarial. Nous avons fait du numérique bien évidemment, mais aussi du zéro numérique, où nous avons fait intervenir une association d'inclusion par le sport pour garder la dynamique de l'esprit d'équipe. Nous avons travaillé avec Alto le relais, qui sur notre terrain est l'équivalent d'une prise en charge de la conduite addictive sur des produits plus ou moins licites, l'alcool, les drogues, mais sur les pratiques numériques qui ont développé cette compétence. Nous avons également travaillé avec un prestataire technique qui est Numérica, qui pouvait identifier ses compétences techniques parce que nous n'avons pas, nous, à l'interne, la compétence pour le faire. Donc on a eu déjà ce qu'on appelle un profilage de jeunes sur les habitudes, les aptitudes au numérique. Très rapidement, les jeunes ont été en mesure de dire qu'ils étaient plutôt créatifs, plutôt stratèges, plutôt négociateurs, mais aussi en capacité de dire qu'en termes de savoir-être, il y avait une vraie difficulté à l'autre. Pas du tout de problème de comportement, mais plutôt une rupture du lien social qui avait généré un repli sur soi. Donc il y a un travail aussi qui a été mené avec les missions de l'adolescence et la psychologue à l'interne des missions locales. Aujourd'hui, effectivement, c'est une fierté. On a accompagné ces jeunes pendant 2 semaines. Comme on les appelle, ce sont des talents différents, des vrais talents, parce qu'il y a des vraies compétences techniques avérées. Je vais parler rapidement, par exemple, de Jules, qui est un jeune qui est en décrochage scolaire pour harcèlement, qui a été capable de faire une vidéo que vous allez voir tout à l'heure, qui est une vraie vidéo avec un montage, avec la création d'avatars, Je peux également parler de Pierre, qui est un jeune qui relève du handicap. Je peux parler de Ryan, qui était en décrochage scolaire. Tous ces jeunes qui étaient
en dehors d'un schéma traditionnel de parcours d'insertion professionnelle, qui ont vraiment commencé une première étape de parcours. Des choses restent à faire. Certains vont entrer en service civique, puisque vous, voilà, on a un exemple là. D'autres vont entrer en formation, d'autres sont encore loin d'une étape, mais vont être prises en charge plutôt dans une approche plutôt sociale avant d'intégrer le professionnel. Je vous remercie beaucoup en tout cas. On va pouvoir présenter le projet directement sur Internet, sur YouTube, en même temps que direct. Merci. J'enchaîne ? Ah, Lucie, oui. Maintenant, on va passer à toi, Lucie. Dans le cadre de ton insertion professionnelle, comment utilises-tu le numérique et contrôles-tu ton image virtuelle sur les réseaux sociaux et comment ? Pour l'instant, je suis dans le cadre de mon service civique, donc c'est vrai que j'utilise pas encore trop les réseaux sociaux. J'ai mes profils professionnels qu'il faut que je mette à jour, justement. Et au niveau... Tu peux répéter la question, pardon ? Dans le cadre... contrôles-tu ton image virtuelle sur les réseaux sociaux et comment ? J'évite de publier tout et n'importe quoi sur Facebook. Enfin, j'évite de publier tout court, en fait. Donc, ça me sert vraiment à communiquer avec les personnes qui sont loin, mais sinon... Ok. Je vous remercie. C'est la fin de ce plateau TV. Nous remercions les intervenants présents qui ont répondu à nos questions. Nous retrouvons dans quelques instants autour d'un open plateau avec quelques missions locales qui vont nous présenter leurs actions et initiatives mises en place au sein de leur structure. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci. Le projet WoW, ça vous parle? World of Warcraft? Évidemment, j'ai un niveau 100 dans l'Alliance. C'est vachement péjoratif envers les personnes de petite taille. Tu me fais de la peine, vive la Horde, à bas l'Alliance! Soyez pas stupides, je ne parle pas du jeu, mais d'un projet mission locale ayant pour nom World of Warcraft, raccourci en projet WoW. Du coup, WoW, c'est quoi? Tu veux dire le projet WoW ou quoi? Il s'agit de concrétiser les compétences du virtuel au réel. C'est-à-dire? En gros, la mission locale pense que les jeunes, passant beaucoup de temps devant leurs écrans, ont acquis des compétences utiles au monde du travail. Mais c'est idiot, tout le monde sait que les jeux vidéo ça rend stupide. Non, tiens, regarde ça. À ce moment-là, on nous avait demandé de parler du groupe, qui est une notion souvent présente dans le numérique. Du coup, c'est quoi le rapport entre le groupe et le virtuel? C'est simple, dans la plupart des jeux en ligne, il faut souvent travailler en équipe pour atteindre un objectif commun, ce qui est semblable à la vie en entreprise. Tu m'as perdu, concrètement ça donne quoi? Comme on dit, une démonstration prévaut sur les longs discours. Voici ce qu'a fait le second groupe sur le même sujet que l'Escape Game. Tu m'as l'air de bien connaître ton sujet. Tu dois souvent jouer aux jeux vidéo, non? Oui, surtout à des jeux compétitifs en ligne, ce qui m'a permis de passer outre ma timidité initiale en étant obligé de communiquer avec ses équipiers dans l'optique de remporter la partie. Et c'est tout? Bien sûr que non, ce n'était qu'un simple exemple. Si tu en cherches d'autres, il y a également la pratique de l'anglais, car jeux en ligne signifie souvent jeux mondiaux. Tu veux nous faire croire que le virtuel n'a aucun défaut? Je n'ai pas dit ça, mais plutôt que parler des défauts, je dirais qu'il faut parler des points de vigilance. Les points de vigilance. Oui, par exemple, le temps passé dans le virtuel ne doit pas accaparer plus de temps ou de pensée que dans le monde réel. Concernant le projet WoW, qu'est-ce que ça t'a apporté? Par exemple, il y a la reprise du sport via les ateliers sportifs du projet, ou encore le fait de mieux se connaître via les ateliers de profilage. Et ainsi de suite, il y a autant de bénéfices que de participants. En effet, le projet a l'air intéressant. N'est-ce pas?